D'après une étude récente menée par un cabinet spécialisé sur le compte d'un magazine culturel, l'on constate que la mode made in Cameroun ne peine à s'organiser en véritable industrie, alors même que c'est une niche d'opportunités et de développement pour les créateurs. Ces derniers font preuve de beaucoup d'ingéniosité et leurs talents permettent aujourd'hui de concurrencer des créateurs venus du monde entier, où le made in Cameroun, du point de vue de la mode, s'exporte assez bien. Pourtant, l'enjeu majeur demeure, c'est qu'il faut que les créateurs s'organisent, qu'ils voient ensemble comment mieux structurer ce secteur qui relève de l'économie réelle aujourd'hui, afin de bénéficier de tout ce que le monde offre comme avantage. Alors, comment travaillent ces créateurs? Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour travailler ensemble pour leur développement? Mais surtout, quelles sont les perspectives qu'offre le Made in Cameroun? La mode Made in Cameroun, j'entends. Nous en parlons dans cette édition de Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Invité grand témoin, et nous allons à sa rencontre. Yves dirige ici à Yaoundé le centre des créateurs de mode. Il nous accueille ici même au sein de la Villa des créateurs à Yaoundé. C'est notre invité grand témoin pour cette édition de Stratégie, dont nous déroulons d'abord le sommaire. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommaire de Stratégie, Made in 237 dans la mode, entre potentialité et perspective de développement. Dans le grand reportage du mois, nous vous emmenons à la rencontre des créateurs qui travaillent à faire rayonner le Made in Cameroun. Invité grand témoin du mois, Yves Eya. Le promoteur du Centre des créateurs de mode du Cameroun analyse la place de la mode 237 et sa contribution au développement. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Stratégie ce soir revient donc sur une grande enquête portant sur l'essor du Made in Cameroun, du point de vue de la mode, je l'ai annoncé. Et nous sommes ici au centre des créateurs de mode, je prononce bien. Monsieur Yves, bonsoir. Tout à fait, bonsoir, bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour, merci Didier, merci à vous d'être venu. Bienvenue à la Villa des créateurs, lieu incubateur des métiers de la mode au Cameroun. Merci. Donc, comme annoncé, avec vous, nous allons parler de l'essor de la mode Made in Cameroun pour voir en fait comment est-ce qu'elle se porte la mode. Voilà, état des lieux. Merci Yves Eya. Comment se porte la mode de votre point de vue dans ce contexte? On le sait depuis un peu plus d'un an déjà, depuis un an, très difficile, marqué par le coronavirus. Alors, je dirais tout simplement, et ce n'est plus un secret pour personne, que la mode se porte mal, bien évidemment, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, étant donné, comme vous l'avez dit, nous traversons cette pandémie, cette crise sanitaire qui mine malheureusement le monde entier, pas seulement le Cameroun et l'Afrique, mais nous sommes dans ces difficultés-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, la démarche créative est d'autant plus minée que les créateurs ont du mal aujourd'hui à joindre, à mon avis, des deux bouts. Donc, la mode va très mal, c'est le cas de le dire. Vous êtes directeur de ce centre des créateurs de mode. Il y a cette villa qui est un espace de créativité, j'entends, mais également d'exposition des œuvres d'art. Quelle est la fréquentation que vous observez du point de vue de ceux qui viennent pour peut-être apprendre, peut-être vous faire part de leurs talents ou encore des clients potentiels? Alors bien évidemment, comme vous l'avez dit, la Villa des créateurs est d'abord un lieu d'incubateur. Ça veut dire que nous formons, nous professionnalisons les créateurs de mode de façon à ce que ces créateurs puissent effectivement développer leur entreprise. Bien évidemment, nous avons constaté et même nous avons dû freiner par rapport à la situation sanitaire, bien évidemment, ce qui fait que nous avons
de moins en moins de monde qui viennent ici à la villa pour des problèmes, pour des rapports de sécurité, mais nous avons plutôt développé d'autres stratégies par rapport à ces créateurs-là. Mais pensons principalement que la mode ou la professionnalisation dans laquelle exerce la villa des créateurs ou le centre des créateurs aujourd'hui est de vraiment plus orienter les créateurs dans une démarche qui est une démarche économique aujourd'hui et plus digitale. Ce qui fait que ça donne plus d'opportunités aux créateurs de pouvoir, bien évidemment, essayer de s'en sortir, parce que c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, les créateurs ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Je parle des créateurs de mode, hein, puisque nous sommes sur le sujet. Donc, on a vraiment beaucoup de difficultés aujourd'hui à pouvoir développer, à mettre sur pied ces autres canaux pour pouvoir faire en sorte que les créateurs puissent bien évidemment vendre leurs produits, mais aussi développer leur stratégie marketing. Alors avec vous, on va parler un peu plus effectivement du développement de la mode Made in Cameroun pour voir comment est-ce qu'on peut en faire une industrie. Et pour entrer pleinement dans le sujet, la grande enquête va nous permettre tout à l'heure de camper davantage le décor. Question préalable pour nos téléspectateurs. Quand on dit la mode Made in Cameroun, comment vous la définissez, vous, Yves? Alors, c'est un sujet très vaste. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la mode. Hein? 2, il faut comprendre c'est quoi le Made in Cameroun. Quand ces deux choses maintenant essayent de faire pair, on va se rendre compte que, bien évidemment, parfois il y a des difficultés à pouvoir associer les deux. En associant les deux, on peut associer bien évidemment le 237 à la mode, mais il y a toute cette partie créative qui fait que, à partir de quel moment on parle de la mode Made in Cameroun? C'est justement la question. Aujourd'hui, nous, on exhorte les créateurs camerounais, puisqu'on parle de tous les créateurs en général, des créateurs de camerounais qui font dans la mode, de pouvoir développer une technique de travail qui permet en sorte que, non seulement que le Made in Cameroun soit reconnu dans le monde entier, mais que ces créateurs aussi puissent asseoir leur notoriété par rapport à leur travail et par rapport à leur créativité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve souvent, bien évidemment, sur des difficultés parce qu'aujourd'hui, vous le constaterez et je pense que vous avez dû faire le tour de beaucoup de créateurs. Tout le monde aujourd'hui se dit créateur de mode et veut s'asseoir comme celui-là qui essaye de développer un petit peu la filière. Mais il y a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et beaucoup de choses à mettre sur pied pour pouvoir effectivement asseoir le 237 qui, quelque part, est déjà bien assis. Parce que je ne vais pas vous le cacher, quand aujourd'hui on parle de la mode et on parle des créateurs camerounais, aujourd'hui on parle de quelqu'un comme Imen Aïssi, qui est camerounais et qui est ce premier créateur qui fait partie aujourd'hui du calendrier de la haute couture parisienne et le premier créateur africain subsaharien à faire partir de ce rendez-vous-là. Donc, quelque part, le 237 existe déjà, mais il faut encore pouvoir asseoir les choses localement pour pouvoir effectivement développer cette notoriété, on va dire. Cette industrie, j'allais dire cette industrie, exactement, cette industrie. Merci Yves. Et avec vous, on va effectivement donc continuer à parler du Made in Cameroun. J'allais dire le Made in Cameroun 237, maintenant que vous m'avez la mode de 237, maintenant que vous m'avez passé l'expression. Et vous avez cité une référence, et l'on va pouvoir ainsi rentrer dans la première partie de notre grande enquête qui permet de voir qu'au plan local, des jeunes créateurs tentent également de se frayer un chemin et de proposer des produits made in Cameroun, basés notamment sur des matériaux locaux. Beaucoup vont beaucoup plus dans le sens du pain pour voir quelle est la spécificité qu'ils peuvent donner à leur création, de sorte à les rendre crédibles, à les transporter au-delà de nos frontières et à faire ainsi rayonner donc le 237. Notre équipe de rédaction est allée à la rencontre de ces jeunes artisans en quête de notoriété, avec pour défi immense la conquête d'un marché qui jusqu'ici est certes florissant, mais avec beaucoup de défis. Georges Onel Messi et Arnaud Ndal sont donc allés à la rencontre de ces jeunes créateurs à travers le Cameroun, ceux qui font du Made in Cameroun dans l'espoir de devenir eux aussi des références du métier. Made in Cameroun, Made in 237, précise-t-il, entre fort potentiel et perspectives de développement. Voici ce reportage. Une musique aux accents tribaux.
Des accords de percussion et tambours traditionnels qui rythment des pas gracieux, qui battent le pavé sur un podium tout en bois. Des mannequins aux portées de tête impeccables, à la démarche chaloupée, au corps fin et filiforme, visage comme figé dans une éternelle photo qui défile sous le regard admiratif d'un public conquis et acquis à la cause. Bienvenue à Douala, la capitale économique du Cameroun. En cette douce soirée du mois de mars, la ville accueille une de ses dignes filles, désormais établie en Occident, venue présenter à ses frères et sœurs les œuvres de son esprit. Des tenues en wax italien, riches, aux couleurs et motifs purement africains et aux formes qui rappellent la diversité culturelle du pays. Nous sommes au Nelly Samen Fashion Show, le tout premier défilé de mode de la jeune créatrice âgée de 35 ans, résidente en Belgique. Le thème de la soirée, Back to the Roots, retour aux sources. Ces créations sont magnifiques. C'est excellent, c'est bien pointillé au niveau de la qualité du tissu et aussi au niveau du style. Elle a vraiment du goût. C'est assez original. Et surtout, qu'on peut avoir des t-shirts avec des effigies du Cameroun. C'est superbe. Je trouve qu'elle fait du très très bon produit. Tant que ça ramène au produit made in Cameroun, ça ramène à la façon de faire camerounaise. Moi, ça m'intéresse. Ça se voit, non, je suis déjà camerounaise, des pieds à la tête. Retour aux sources réussi donc pour Nelly Samen, qui entre ainsi par la grande porte dans la liste très convoitée des créateurs de mode qui comptent dans le landerneau camerounais. Une mode qui connaît une ascension fulgurante depuis une décennie, grâce au dynamisme de créateurs qui ont su imposer la marque et le label Made in Cameroun dans les grands rendez-vous de mode dans le monde. Un label qui se veut plus que prometteur et dont l'avenir semble s'écrire en lettres d'or. Au niveau du Cameroun, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, je pense qu'il faut d'abord commencer par les coutures, et les finitions, les coupes, ainsi de suite. Et puis après, la fabrication de tissus local, ça viendra après. Le Made in Cameroun a un très très grand avenir. Il faut juste essayer de discipliner ça. Parce que l'Europe est saturée, l'Asie est saturée, et les autres continents sont saturés. Donc du coup, l'Eldorado, c'est l'Afrique. Mais ce qui est génial, c'est que les Camerounais sont très très talentueux. Parce que quand on regarde même à l'extérieur, on a beaucoup de créateurs comme Rekim, de Christelle, qui font de belles choses, qui créent. Et je pense que si on apporte notre savoir au Cameroun, on fera de grandes choses. Selon une enquête menée par le magazine C'est Comment, en collaboration avec le cabinet Dina Online Surveys, publié en 2017, le secteur de la mode camerounaise, de l'avis de 57% de l'échantillon de 409 consommateurs interrogés, était loin de pouvoir être présenté comme une industrie. En raison surtout d'une absence d'organisation et de structuration de ce secteur d'activité, qui présente néanmoins de l'avis de 94% d'entre eux, une niche véritable, un levier pouvant booster l'économie nationale. Trois ans après cette enquête, nous vous emmenons auprès de ces créateurs qui font le Made in Cameroun dans la mode. Qu'ils soient jeunes ambitieux ou créateurs à la réputation établie, comment travaillent-ils au quotidien? Quelles stratégies développent-ils pour imposer leur marque et leur nom dans le paysage très sélect de la haute couture? Comment leurs créations sont-elles perçues par le public? Mode, le Made in Cameroun est-il taillé pour les grands plateaux? Enquête au cœur d'un écosystème particulier où la quête de reconnaissance est tout aussi importante que le chiffre d'affaires. Douala, quartier Bonanjob. Nous sommes au siège du JICAM. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le groupement interpatronal du Cameroun organise un événement unique. 2 jours durant lesquels l'organisation invite le public à la rencontre des femmes
qui font le Made in Cameroun. Outre une conférence thématique sur les enjeux du développement de ce label, la partie intéressante pour le public, c'est la foire exposition des produits du terroir organisée à cet effet. En cette période de résurgence de la pandémie de la Covid-19, c'est tout naturellement que le respect des mesures barrières est de mise. Gel hydroalcoolique, masque obligatoire, rien n'est laissé au hasard par l'organisation. Un tour dans les allées permet de faire un constat simple. Le Made in Cameroun vit. D'un bout à l'autre de cette foire exposition, les produits artisanaux portant le label camerounais s'offrent au regard du visiteur. Agroalimentaire, cosmétiques, art déco, mode, tout est représenté dans cet espace. Intéressés par tout ce qui a trait à la mode, nous nous rapprochons de quelques stands qui proposent des articles. Premier arrêt, le stand de Kitat Création. Première curiosité, ce stand où l'on retrouve des accessoires tels que des sacs, pochettes, boucles d'oreilles et bracelets est tenu par une femme d'origine burkinabé. Son nom, Christelle Traoré. Au Cameroun depuis 5 années déjà, cette créatrice s'est installée au pays des lions et domptables, attirée par le dynamisme de la jeunesse du pays. Ses créations, un mélange de modernité aux couleurs africaines. Du handmade, entendez, du fait main à 100%. Le Cameroun est très dynamique. J'ai eu l'opportunité de faire plusieurs autres pays d'Afrique, mais au Cameroun, c'est le pays où j'ai vu cet engouement, cette synergie autour du made in le pays. Donc vraiment, c'est ça qui me galvanise, c'est ça qui fait que je suis très contente d'évoluer ici au Cameroun. La plupart de la matière première se trouve ici sur place sur le marché local et il y a quelques accessoires qui nous viennent de l'extérieur. Le savoir-faire est camerounais, les équipes qui travaillent avec moi sont camerounaises. Pour les prix, comptez entre 20 et 45 000 francs CFA pour un sac ou une pochette Kitat. Des prix qui reflètent la qualité du travail et de l'investissement de cette créatrice qui a 5 employés sous sa charge, tous camerounais. Son chiffre d'affaires annuel est évalué entre 5 et 10 millions de francs CFA. En termes d'investissement humain, achat du matériel, je dirais minimum 50%. Minimum 50% pour l'achat, l'investissement humain et maintenant maximum 50% maintenant pour le coût de loyer et tout ça dans la boutique. Donc les bénéfices sont très minimes. Voilà, quand on va grandir, quand on va pouvoir faire des achats en gros, on va pouvoir faire plus de bénéfices. Conquérir le marché camerounais et international à partir de Douala, c'est aussi l'ambition de Christelle Kamwa, copromotrice de My Roots. Spécialisée dans la confection de sacs, chaussures et autres accessoires, la structure met en avant les produits locaux dans ses réalisations. Le pagne et le cuir Made in Cameroun figurent en premier plan dans les créations de cette entreprise qui compte 2 années sur le terrain. Pourquoi nous avons décidé de mettre en avant le pagne tissé? Parce qu'en fait, le wax, en quelque sorte, nous avons constaté que c'est un pagne qui est destiné par les Africains, mais en fait, il n'apporte aucune plus-value sur la chaîne économique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en avant les pagnes tissés africains. Parce que c'est une chaîne de valeur. Ça va de la culture du coton, en passant par le tissage, le flétage, jusqu'à la confection de ces magnifiques articles que nous proposons aujourd'hui. Donc vous convenez avec moi que c'est une chaîne de valeur et une niche de création d'emplois. 12 millions de francs CFA de chiffre annuel, My Roots est loin des objectifs de ses promoteurs. La faute à un déficit de distribution et de présence dans plus d'espace au pays.
Outre l'African Soul Market, qui réunit plusieurs créateurs de la ville de Douala et du Cameroun, en leur offrant un espace de distribution, Christelle Kamwa et son partenaire misent sur le web et le bouche à oreille pour écouler leurs créations. Ce qu'il faudrait faire pour développer, c'est déjà que les Camerounais eux-mêmes intègrent le consommer local en fait. Il faudrait que les Camerounais nous suivent dans cette mouvance, mais nous avons foi, c'est lent à apprendre, mais nous avons foi que ça ira en fait, ça commence à prendre petit à petit. Les produits Myroute, cette espadrille en fait qui est faite en cuir, 100% cuir en baoulé, elle ne coûte que 30 000 francs. 30 000 francs. Par contre, nous avons d'autres ici, celle-ci qui est faite en coton, elle coûte 25 000 francs. Et nous tenons à rassurer que nos produits sont sous garantie. Nous offrons une garantie de 3 mois sur nos articles. Les prix vont de 25 à 40 000 pour les sacs. Nous avons par exemple ce sac qui est fait en tissu d'eau et en cuir. Convaincre le plus grand nombre d'adhérer à la consommation du Made in Cameroun dans la mode, le défi des jeunes créateurs est immense. Et pourtant, ce n'est pas la clientèle qui manque. Petit à petit, les Camerounais prennent possession des articles fabriqués localement pour le grand bonheur des artisans. Une tendance à encourager de l'avis de Lucie Kuaté, chef service du regroupement au JICAM, que nous retrouvons dans le stand de Mounasap. Une marque qui a commencé ses activités dans la confection de vêtements pour enfants avant de se diversifier pour proposer des babouches, blousons et autres sacs. Il faut promouvoir les artisans du Cameroun parce que utiliser la matière première de Made in Cameroun, ce n'est pas donné. C'est se donner du temps, c'est se donner des recherches et c'est se donner du savoir-faire. Alors il est important de consommer le Made in Cameroun. Et ce qui m'agrée beaucoup plus sur les tenues Made in Cameroun, c'est le fait que l'artisan prend du temps, il prend du soin, il a du filet et à la fin, quand on le porte ce vêtement, chacun dit waouh, il est super, il est chic. Le Made in Cameroun a un coût qui est loin d'être négligeable au vu des prix pratiqués par les artisans. Une complainte que balaie du revers de la main Lucie Kuaté. C'est une impression qui n'est pas toujours acceptable. Parce que je prends par exemple le stand de Mounasap. Voilà une babouche qui coûte 1000 francs. Moi je vais le prendre tout à l'heure. Il coûte 1000 francs. Alors je pense que le temps qu'elle a pris pour faire ces babouches, elle a pris du temps, le matériel et le feeling, c'est très beau à voir. Il coûte 1000 francs. Donc ne restons pas en retrait pour dire que ça coûte cher le Made in Cameroun. Non, moi je n'adhère pas beaucoup à cet avis en retrait. Donc pour moi, ça coûte pas cher le Made in Cameroun. Ça coûte pas cher. Pour vous, que faudrait-il faire par exemple pour que ce Made in Cameroun là soit beaucoup plus visible dans le marché parce qu'on a un problème de distribution, on n'arrive pas à le trouver un peu partout. Que faudrait-il faire pour vous, de votre avis? À mon avis, ce qu'il faut faire pour promouvoir le Made in Cameroun, il faut organiser beaucoup plus des activités où elles vont se retrouver dans des stands pour faire des expositions, un peu comme aujourd'hui au village du JICAM. Et à l'occasion de la célébration du 8 mars, on a pensé, la commission économique, la commission féminine du JICAM a organisé cet événement et elles sont en train d'exposer et on se rend compte que tout se passe bien jusqu'ici. Je pense organiser des événements pareils, c'est pour se faire connaître davantage et pour que le public participe à cet événement, que les gens partent de partout ailleurs pour venir découvrir. Nous quittons le siège du JICAM et la ville de Douala pour poursuivre notre quête des jeunes créateurs qui ont juste besoin de plus d'exposition pour se vendre. Direction Yaoundé. Nous sommes au quartier Briqueterie. Un quartier bien connu pour ses multiples boutiques de vente de pagnes et ses tailleurs qui proposent des tenues sahéliennes très prisées par le public. Nous y avons rendez-vous avec un jeune créateur dont les modèles ont tapé dans l'œil de plusieurs stars et people, dont le chanteur franco-camerounais Taiki.
En concert au pays au mois de décembre 2020, ce dernier s'est laissé séduire par la qualité et la finesse du travail de ce jeune homme, au point de commander à ce dernier 30 pantalons en tissu peint. Actuellement avec l'homme qu'on appelle El Oudou Design, un tailleur original. Grosse force à lui, il m'a fait une tonne de pantalons comme vous pouvez voir. Tout ça là c'est pour moi. Merci beaucoup mon frère. En cette fin de matinée, Oudou Baba est concentré sur sa machine. À quelques semaines de son premier défilé de mode, il met un point d'honneur à affiner la broderie sur l'une des pièces maîtresses de sa collection. Je suis en train de broder parce que dans bientôt, je vais faire une défilé. Je suis en train de collectionner ce que je vais faire dans bientôt, dans mes trucs création, sur mon thème El Oudou Design. Ça, le bazin, c'est le Gessner. Et le style de broderie, c'est ma propre style. C'est moi-même qui ai créé ça. Est-ce que tu m'as compris? Non, pas encore, on verra qui est fort, on se présente. Son matériau de base, le bazin et le tissu africain. Un matériel qu'il achète dans une boutique non loin de son atelier, qu'il tient à nous montrer. L'impéro au micro, désolé amigo, je vais pas mâcher mes mots. Si devant ton écran, on fait les gros plans, Spiril c'est son talent, maintenant tu comprends. Ici, toutes sortes de bazins et de pagnes, d'origines diverses, sont proposés aux clients. Bon, c'est ici que je prends souvent mes tissus pour la confection de mes habits. Et ça dépend aussi de la valeur du tissu. Quand un client vient, je lui propose les bazins selon la qualité du bazin. Il y a comme l'autre ici. Souvent, les gens l'achètent, ça vient en 10 mètres. Et c'est avec ça qu'on fait les gants du mariage, les bazins, et les bazins riches. Il y a d'autres comme le Gessner. Le mètre avant c'était 10 000, et maintenant c'est à 11 000, 12 000. Et ça dépend de la qualité aussi. Retour à l'atelier. El Oudou prend le temps de donner quelques consignes en langue Hausa à son jeune apprenti. Lui qui a abandonné les bancs en classe de première à Garoua, sa ville natale, met aujourd'hui un point d'honneur à encadrer les jeunes, question de leur donner une perspective d'avenir. C'est mon petit travail, où ce que j'apprends aux jeunes qui viennent apprendre. Il y a d'autres qui ne partent pas à l'école, comme les orphelins. Tu vois, ils viennent, je les apprends. Comme celui-ci, lui n'a pas de... Il a perdu son père. Il ne part pas à l'école, mais il apprend à coudre chez moi. J'ai appris ça à Garoua, chez mon oncle qui s'appelle Oustad Bako Aboubakar. Il a beaucoup fait pour moi. Même moi, j'étais à Garoua pour l'école. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Je me suis mis à faire la broderie. Et après, vu que j'ai laissé l'école en classe de première. Dix ans après ses débuts en solo, le jeune créateur qui s'est installé à Yaoundé pour profiter de l'attractivité du marché local a diversifié son offre. Outre les tenues sahéliennes, il propose également à ses clients des costumes et tailleurs sur mesure. Des tenues qu'il met en avant sur toutes ses plateformes sur les réseaux sociaux pour attirer le maximum de clients possible. D'ailleurs, il a rendez-vous avec l'un de ses clients ce matin. Patrick Mbia convole en juste noces dans les semaines à venir. Il a choisi pour son mariage traditionnel de se faire confectionner une tenue par El Oudou Design. C'est une question de confiance. Ma relation avec El Oudou est une relation très ancienne et son professionnalisme fait que je n'ai pas envie d'aller regarder ailleurs. El Oudou s'est vraiment fait remarquer dès ma première venue chez lui par son originalité, sa créativité. Vraiment, ces broderies sont spéciales, on ne les retrouve pas chez les autres tailleurs. Je pense que
À son jeune âge, il peut déjà être compté parmi les plus grands créateurs et stylistes africains. Quand on veut de la qualité, on va vers des professionnels. Okay? Alors, les professionnels, c'est des gens qui connaissent la valeur de leur travail et qui ne lésinent pas sur les moyens pour ajouter de l'éclat à vos costumes, à vos tenues. Pour le chiffre d'affaires, Oudou Baba a du mal à être clair sur les chiffres. Ses créations, il les vend entre 20 et 100 000 francs CFA. Tenez par exemple, cet ensemble Gandoura complet, pour lequel il nous propose de jouer les mannequins, est vendu à 50 000 francs CFA. Prix du tissu et de la main-d'œuvre comprise. Malgré tout, les affaires sont loin d'être hyper prospères. En dehors des périodes fastes comme celle des fêtes de fin de Ramadan ou de la Tabaski, le jeune créateur avoue passer parfois des mois où le chiffre d'affaires tourne autour de 50 et 100 000 francs CFA. Pas de quoi le décourager, lui qui rêve de voir ses créations meubler les vitrines des grands magasins partout dans le monde. Moi, si j'avais l'argent, je ne devais même pas être ici là. Je devais peut-être être en Europe en présentant mes défilés de mode. Parce que j'ai les idées dans la tête. Je peux créer beaucoup de choses. Même la broderie que je fais là. Ça me prend du temps. Mais les gens ne payent pas ça comme il le faut. Tu vas faire comment? Tu es obligé de travailler. Puisque tu as une famille à nourrir. J'ai vu, on m'a pas dit cousin, j'ai pas usé. Si El Oudou a choisi de diversifier son offre, c'est aussi en partie pour échapper à un cliché très répandu qui veut que les créateurs issus des régions septentrionales ne soient spécialisés que dans la confection des tenues à tendance sahélienne. Avant lui, Dio Ali, créateur de mode bien établi au pays, l'avait compris. C'est aussi le cas de ce jeune créateur établi à Garoua qui nous a donné rendez-vous dans un hôtel ici à Yaoundé. Mannequin professionnel, Hamza Fakil est depuis 2017 et son entrée dans l'univers de la mode, un acteur majeur dans la partie septentrionale. Garoua Fashion Show, Top Model Sahel, autant d'événements qui portent sa griffe, contribuant significativement au changement des mentalités dans cette partie du pays réputée conservatrice. Depuis 2017, j'ai suivi une formation dans le cadre de styliste et modéliste. Aujourd'hui, je suis plus focalisé dans le domaine de la mode sahélienne, pourvu qu'elles ne sont pas assez valorisées. Et pourtant, nous avons la recherche au niveau de la création, l'originalité, en même temps tout ce qui va avec le textile, le Jericho. Je me suis lancé dans le Sahel Intégration. Conscient de la faiblesse du marché de la création face aux traditions locales, Hamza a initié depuis 1 an déjà un regroupement de jeunes créateurs. 11 stylistes issus des 3 régions septentrionales qui mettent en commun leur stratégie afin d'obtenir plus de visibilité sur le terrain et faire bouger les lignes. Une stratégie payante. Au fil du temps, ces créations prennent d'assaut les marchés et les étalent dans les villes. Outre les artistes et autres people de la région qui l'habillent parfois gratuitement pour se faire un nom, Hamza justifie d'un chiffre d'affaires qui oscille entre 500 et 800 000 francs CFA par mois en fonction des saisons. Le tout avec des créations dont les prix sont compris entre 8 et 20 000 francs CFA pour les plus chers. Dans le game, ce n'est que l'évolution. En outre, il bénéficie de la popularité des événements qu'il organise pour imposer sa marque. D'ailleurs, la 4e édition de Top Model Sahel, une compétition qui réunit les mannequins en herbe des 3 régions, est annoncée pour le 3 avril prochain. Aujourd'hui, le plus grand défi pour Hamza et ses compagnons, c'est d'abattre définitivement les barrières liées aux traditions et autres pesanteurs religieuses. Les nordistes n'aiment pas toujours se faire voir. Il faut toujours les amener. C'était pas évident, c'était pas facile au départ, c'était pas facile de les convaincre de faire le défilé de mode et tout ce qui va avec le public. Il y a certains mannequins qui viennent vers moi, il y a parfois c'est moi qui identifie les mannequins. Quand c'est moi qui identifie les mannequins, je suis obligé de passer par leurs parents
pour essayer un peu d'expliquer ce que c'est. Parce que certains ont tendance de confondre les élections Miss avec le mannequinat. Et la mode avec la prostitution, ou peut-être la mode avec entre eux, peut-être avec les personnes proxénètes. Donc, il faut être bien cadré, avoir confiance et la traçabilité, la crédibilité vis-à-vis de ton travail et les conseils que tu donnes, la formation que tu donnes à ces jeunes-là. C'est ça qui fait ma force. Voilà, Yves et on vient de regarder cette première partie de cette enquête consacrée au Made in Cameroun. Les jeunes créateurs ont le potentiel, mais on peut voir qu'en matière d'encadrement, ce n'est pas encore ça. Alors, vous qui êtes à la tête d'un centre dédié à l'encadrement des créateurs de mode, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour que ces jeunes qu'on voit faire preuve de beaucoup d'ingéniosité puissent mieux développer le Made in 237? Ben, j'ai toujours un mot qui me revient à l'esprit, c'est formation, c'est professionnalisation. Et c'est vrai, c'est comme on l'a vu sur le reportage, c'est vrai que tout le monde, enfin, tous ces jeunes se disent aujourd'hui créateurs. Mais il y a une différence entre, comment dire, être autodidacte, dire qu'on fait des créations et pouvoir développer une entreprise. Parce que aujourd'hui, et je pense aussi que pour que cette industrie de la mode puisse se développer au Cameroun, il faut que l'industrie soit aussi reconnue comme facteur économique. Or, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de ces jeunes font encore du folklore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une véritable structuration de leur entreprise derrière. Donc, moi, je pense que c'est toujours la formation qui va primer, qui va prendre le dessus dans cette partie développement de ces métiers de la mode. Nous, par exemple, dans le Centre des créateurs, nous avons mis sur pied un concours que nous avons appelé Talent de créateur, qui bien évidemment forme les créateurs depuis la base, parce que beaucoup sont autodidactes, beaucoup savent, un talent. Voilà, ils ont un talent, ça va assembler des pièces, hein, c'est souvent le cas de le dire, malheureusement, ça va assembler des étoffes, mais c'est pas tout d'assembler une étoffe. Maintenant, il faut d'abord comprendre comment on assemble ces étoffes, pourquoi on assemble ces étoffes, quelles sont les définitions d'assemblage de ces étoffes-là, et maintenant comment on développe cette partie vente ou marketing ou économie qui se passe derrière. De ce point de vue, vente, marketing, on voit que si certains réussissent à créer, tel que vous le définissez, on met dans le contexte, ils peinent justement à établir ce qu'on va appeler la marque. Bah, pourquoi ils peinent? Tout simplement parce que les choses ne sont pas structurées. Le travail qu'ils font n'est pas, quand je dis propre, c'est pas péjoratif. Le travail n'est pas fini. Dire qu'aujourd'hui, vous allez prendre ces collections. Moi, je vois tous les défilés. Hein, tous les jours, je reçois de tonnes d'invitations pour aller voir les défilés. Parfois, j'y vais pour voir quelle est la démarche. Mais ce qui est toujours dommage et ce qui me frappe, c'est la finition du produit. Or, aujourd'hui, le client qui devient un client camerounais est de plus en plus exigeant parce que laissez-moi vous dire que ça, c'est aussi un principe d'éducation. Le client camerounais aujourd'hui, vous lui mettrez deux articles. Un article qui est camerounais, un article qui vient d'ailleurs. Le consommateur va prendre l'article qui vient d'ailleurs. Et donc, nous, on exhorte aussi ces créateurs à faire aujourd'hui un produit qui est un produit fini et bien, qui fait en sorte que, au niveau concurrence, qu'il y ait une compétitivité par rapport à ce qui vient d'ailleurs. Donc, bien évidemment, ces créateurs se retrouvent toujours confrontés à ces petits détails qui font que, ils ont du mal à upgrade. Petits détails, mais de vrais détails. Qui sont de véritables détails qui permettent de se démarquer par rapport à ce qui vient d'étranger. Exactement. Notamment, et j'allais vous poser la question de savoir, vous avez des consommateurs, 4,5 millions de consommateurs en moyenne, capables d'absorber, ceux qui ont un revenu intermédiaire, capables d'absorber la consommation locale. Je passe peut-être rapidement, mais est-ce que la production actuelle au Cameroun en matière de création de mode, dans l'habillement notamment, peut satisfaire la demande
de ces consommateurs, au moins en termes de quantité? Bah, bien évidemment, et comme on le disait, il n'y a pas une véritable industrie de la mode au Cameroun. Ça veut dire que la plupart des entreprises, la plupart des créateurs de mode que vous voyez aujourd'hui travaillent de manière capsule, font des collections capsules. Le travail en série, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir le mettre sur pied par rapport à d'autres pays qui ont développé cette industrie, véritable industrie de la mode. Aujourd'hui, quand vous allez voir un créateur, vous lui commandez une chemise. Ok, la première chemise que vous allez commander, elle est bien, elle va vous tomber nickel comme il faut, mais vous recommandez 100 chemises à cette même maison, vous allez vous rendre compte de la catastrophe. Pourquoi? Parce que la démarche industrielle n'a pas été mise sur pied. Et bien évidemment, ça fait et ça montre qu'il y a une réelle difficulté de ces entreprises à pouvoir gagner effectivement ces gros marchés aujourd'hui qu'on peut avoir, parce que il y a une demande aujourd'hui. Le consommateur camerounais demande à pouvoir consommer le Made in Cameroun, mais bien évidemment, les retours que nous avons toujours, ah oui, ben, le créateur que vous m'avez recommandé, la chemise n'a pas été ça, la robe n'a pas été ça. Donc, à partir du moment où même les créateurs même ne mettront pas de rigueur par rapport à leur travail, on sera toujours sur la démarche de piétiner. Et à côté, ils sont en train de se plaindre de ne pas avoir ça ne marche pas. Mais je peux dire, comme consommateur, vraiment, mon avis ne compte que pour 5 francs. Mais vous avez raison. Même sur la deuxième commande, parfois, les créateurs ne donnent pas satisfaction. Ça veut dire qu'il y a une question de méthode, de rigueur. Il y a un manque de formation et une rigueur dans le travail. Alors, ici, vous êtes à la tête d'un centre. Vous développez certainement des stratégies, des mécanismes pour permettre de pallier à ces manquements que nous observons dans la production et l'écoulement du Made in Cameroun. Quelles astuces vous pouvez partager avec ceux qui nous regardent ou encore quelles recommandations vous faites? Oui. Alors, les recommandations, c'est comme je vous le disais tantôt, nous avons donc ce concours Talent des créateurs qui professionnalise les créateurs de mode. C'est-à-dire que chaque année, nous lançons un appel à candidature où on sélectionne des créateurs qui sont de véritables porteurs de projets d'entreprise qui vont, durant des mois, suivre une formation qui est une formation continue sur la démarche créative qui englobe vraiment toute la partie créative quand on parle de mode, qui englobe la partie économique, qui développe la formation sur le marketing, sur la gestion d'entreprise, etc. C'est toutes ces astuces et tous ces plans qui font que, bien évidemment, nous, on n'est pas un centre de formation, comme on le dit toujours. Hein. Nous, on est un espace qui professionnalise les créateurs de mode. Ça veut dire que les gens qui viennent chez nous ont déjà un premier niveau de formation. Or, bien évidemment, vous ne pouvez pas prendre un créateur qui part de la base aujourd'hui pour pouvoir l'orienter dans cette voie-là. Donc, moi, je pense qu'il est important aujourd'hui aussi que ces créateurs se remettent en question. Moi, je reviens toujours, et c'est toujours important de signaler, de citer des personnes comme ça, je reviens toujours sur un Imana ici. Aujourd'hui, quand on voit monsieur Imana ici qui va vendre une robe à 3 000 €, les gens se posent la question. Mais bien évidemment, parce qu'il y a un travail de rigueur qui a été mis sur pied, ce qui fait qu'aujourd'hui, il va pouvoir vendre une robe à 3 000 €. Alors là, je ne vous coupe pas, mais juste pour compléter, est-ce que c'est le créateur qui vend sa robe à 3 000 € ou alors c'est le créateur 237 qui vend une robe au label Made in Cameroun à 3 000 €? Mais le créateur Made in Cameroun aujourd'hui peut vendre une robe à 3 000 € à partir du moment où les critères qui sont les normes internationales d'un vêtement correspondent. Et moi, c'est ce que je leur dis toujours. Aujourd'hui, le créateur, vous pouvez vous dire, je peux vendre ma robe à 100 000 francs, par exemple. Mais comment vous définissez ce barème de prix? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de créateurs qui sont incapables de vous dire quel est leur prix de revient sur les 100 000 francs qu'ils demandent sur la robe, comment ils ont défini ce tarif-là. Donc, aujourd'hui, on a parfois l'impression souvent que tous ces jeunes créateurs font un peu les tarifs en fonction, vous, monsieur Didier, vous allez arriver, ben voilà, on va vous donner un prix en fonction de la personne. Non, c'est pas ça aujourd'hui le business. Le business, c'est de pouvoir travailler une méthode de tarif pour pouvoir effectivement s'en sortir, et c'est ça l'entreprise.
Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Je voulais vous poser la question de savoir à partir de quel moment on arrive à une marque. Et ceci parce que on prend des pays voisins, des pays du continent africain. Je prends une marque que moi je porte qui est ivoirienne. Si vous dites Yaimi, vous savez ce que vous portez. Tout à fait. C'est une marque ivoirienne. Donc, quelle que soit la création, le label lui il est déjà installé. Donc, je voulais savoir comment on en arrive à avoir un label d'un créateur, bien sûr, et qui peut être énoncé, vendu comme un label Cameroun. Et vous l'avez très bien cité aujourd'hui, beaucoup de consommateurs camerounais vont se précipiter à la friperie pour acheter des marques. Le nom, c'est quelque chose de très important. Et un nom, ça ne se fait pas en un jour. Avoir un nom, posséder un label, une marque. Parce qu'on voit aussi que beaucoup de jeunes veulent voilà. se dire j'ai un non, label. Mais c'est le problème, et c'est comme je vous disais tantôt, le problème, c'est que ces jeunes veulent mettre toujours la charrue avant les bœufs. Ça veut dire qu'ils veulent tellement vite arriver qu'ils ne se rendent pas compte de tout le travail. C'est un travail énorme. Déjà, ne serait-ce que se dire qu'une marque, déjà une marque, il faut pouvoir la protéger, sa marque. Aujourd'hui, quand on me dit qu'on a une marque et qu'on ne sait même pas ce que c'est que l'OAPI, je dis qu'il faut qu'on reparle. Donc, bien évidemment, c'est tout un long processus qui fait qu'aujourd'hui, pour se dire qu'on va porter une marque qui s'appelle IVEA, je dis du n'importe quoi, mais c'est tout un long procédé. Donc, bien évidemment, prenons des choses step by step et ce n'est que comme ça qu'on pourra arriver à pouvoir professionnaliser ces métiers-là. C'est mon avis. Et c'est un avis qui compte. C'est pour ça que la rédaction de Stratégie est venue vers vous pour échanger avec vous sur justement toutes les pistes qui permettent aujourd'hui de développer le Made in Cameroun dans le secteur de la mode, dont le potentiel est réel. Et l'on peut voir des créations qui continuent, n'est-ce pas, à nous séduire. Ceci dans différents domaines. On voit des jeunes aujourd'hui qui imaginent des tenues de sport avec des tissus locaux, des robes de mariée faites localement, mais avec beaucoup de talent et d'ingéniosité. Des marques dans le domaine du parfum, d'autres nous offrent des montres. Voilà une panoplie de ce que les créateurs camerounais proposent aujourd'hui. Et là, on va voir dans la seconde partie de notre grand reportage comment est-ce que ces derniers réussissent à imposer leur création, qu'ils veulent aujourd'hui des créations reconnues, au moins au plan national, et qu'ils entendent bien sûr voir exporter jusqu'à l'étranger. Le reportage est signé de Georges Nel Messi et Arnaud Ndal qui sont allés une fois de plus à la rencontre pour nous de ces jeunes créateurs. Voici leur reportage. En l'espace de 8 jours, la ville de Douala est devenue la capitale de la mode camerounaise. Outre le Samen Fashion Show le 6 mars, les amoureux du style Made in Cameroun avaient rendez-vous le 12 mars avec un autre défilé. Celui-ci réservé aux femmes rondes, aux formes généreuses, le Plus Size Modeling Show. Créé par Estelle Etemé, ils mettent en exergue les créateurs locaux appelés pour la circonstance à préparer des tenues pour des mannequins aux mensurations loin, bien loin des standards et normes internationaux. Quelques jours plus tôt, nous avons retrouvé Estelle et sa troupe en pleine séance de répétition. Au menu du jour, ajustement de pas, pause et temps de passage de chaque mannequin sur le podium. Je vous ai donné l'ordre tout à l'heure, non? Et l'ordre, vous donné l'ordre, non? L'ordre de passage. En rang. On lance. Camille, tu te mets, Yvon, tu te mets en truc. Pour la jeune dame qui n'a pas pu réaliser son rêve de devenir mannequin professionnel à cause de sa morphologie, le Plus Size Modeling Show est une sorte de pied de nez aux stéréotypes établis dans le domaine de la mode. Parvenue à la 3e édition, elle arrive peu à peu à convaincre les sponsors à l'accompagner. Entre le cachet de ses mannequins, la location de la salle et toute la logistique, le budget global pour son fashion show tourne autour de 6 à 7 millions de francs CFA. Un budget qu'elle réussit à amortir grâce à quelques sponsors greffés à l'événement et surtout à l'espoir de la vente de billets à l'entrée.
Pour moi, c'est un tout petit peu facile aujourd'hui parce que j'ai déjà fait des éditions par le passé. Et lorsque je contacte ces personnes, elles vont sur mes réseaux sociaux et vont ce que j'ai déjà eu à réaliser. Et il y a un tout petit peu de crédibilité en fait qu'elles m'accordent. Mais au début, franchement, j'ai eu du mal à trouver des créateurs avec qui travailler, sincèrement. Lorsqu'une femme est trop jolie, vaut mieux éviter de s'attacher. Lorsqu'une femme est trop jolie, son avenir... Sa bonne humeur est incontestablement sa marque de fabrique. Et si elle arrive aux répétitions du plus size modeling en chantonnant, c'est que Patricia Bowen, avec qui nous avons rendez-vous, sait en tout temps et en toute occasion garder le sourire. Un sourire communicatif qu'elle tient à transmettre aux mannequins d'Estelle et Témé, qui auront la lourde mission de présenter ses créations lors du défilé. Cela commence dès la répartition des sacs et accessoires de la collection P-Bag. Donc, c'est ça. Oui, elle va ouvrir le sac. Je demandais comment elles seront coiffées parce qu'il y a une coiffe pour cheveux si c'est compliqué. Sinon, on met juste des boucles d'oreilles. D'accord? Donc, il faut rester très souriant et à l'image en fait des sacs que vous portez. Parce que je vous promets, si quelqu'un porte le sac qui ne sourit pas, vous allez me voir sur le podium. Moi, je suis reconnue comme étant un petit peu folle, entre guillemets, mais c'est une folie utile. Donc, c'est ce que je souhaiterais en fait que vous transmettiez quand vous portez des P-Bags. Et si elle est exigeante sur le sourire et l'attitude à adopter pendant le défilé, c'est que Pani en a fait une véritable marque de fabrique. Panifique, sa ligne, est bien plus qu'une collection d'accessoires. Panifique, c'est un état d'esprit. Panifique, c'est être soi-même. Panifique, c'est être original. Panifique, c'est être authentique. Et Panifique, c'est surtout être bien dans sa peau et avoir un accessoire qui lui ressemble, simplement. Beaucoup de gens connaissent Pani depuis très longtemps et que Panifique, en fait, les accessoires, en fait, P-Bag, Panifique Bag, sont des accessoires, en fait, qui sont, j'ai envie de dire, c'est une partie de mon âme. C'est important de le dire. Donc, généralement, voilà, ça existe depuis. J'ai commencé vraiment avec mes propres accessoires et c'est ma mère, paix à son âme, qui m'a dit mais les gens semblent beaucoup aimer ta folie, entre guillemets. Donc ce serait bien de pouvoir la partager parce qu'il y a sûrement des personnes comme toi qui souhaiteraient être uniques. Lorsqu'une femme est trop jolie, tout le monde veut te la détourner. Pour s'assurer que ses créations sont bien portées et présentées par les mannequins, Patricia Bowen ne lésine sur aucun moyen. Elle filme entièrement le passage des mannequins et n'hésite pas à montrer l'exemple lors de son propre passage. Elle dit que j'ai tout gâché, qu'elle se taise. C'est mon son que vous taise. L'amour fait pas le poids face au pèse. Même face au pèse. Ça ne suffit pas. P-Bag est une marque de sac à main mixte, fait main, créée et fabriquée de toutes pièces par Pani Bowen. Pour le matériau, un mélange de tissu pagne, de jeans, de plastique, le tout assemblé à la sauce Pani. J'utilise vraiment tout ce qui me tombe sous la main, du plastique, du cuir synthétique, du cuir véritable, du daim, des perles, du din, parce que tout le monde en a au moins un. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Du bois aussi. Donc voilà, je précise que je suis en train de vraiment me professionnaliser en fait dans tout ce qui est utilisation des matières premières aussi, parce que c'est important de pouvoir détourner en fait une forme de son originalité. Et qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Je veux dire les différentes personnalités. J'ai l'avantage en fait d'avoir autour de moi des personnes avec des personnalités complètement différentes, mais tout aussi adorables. Donc je rentre dans la peau de chaque personne en fait que je rencontre. Là, par exemple, en regardant Lionel, ben, j'ai une petite idée et puis voilà. Donc c'est vraiment ça. Rien n'est jamais prévu d'avance. C'est vrai qu'il y a des choses en fait qui me traversent l'esprit comme ça pendant que je travaille. J'avoue que parfois, quand je commence certaines découpes, je ne sais pas exactement où je vais, même si j'ai une petite idée. Et c'est plus j'y avance en fait, voilà. Mais vraiment, mon inspiration de base reste des personnalités, les différentes personnalités que j'ai autour de moi. Chaque pièce qu'elle crée est unique. Si elle s'occupe de la création, la coupe et des premiers assemblages, c'est hors du pays que Pani fait réaliser ses sacs. Oui, il faut compter beaucoup d'argent. Certes, mais c'est vrai que ce n'est pas la première motivation. Il faut surtout, je pars d'un principe en fait, c'est que l'Afrique en général est riche
Et moi, je vais puiser en fait dans cette diversité-là pour créer une véritable richesse. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident en termes de coût de production, mais je pense que quand on voit en fait la finalité d'un produit, on ne pense pas forcément à ce que ça nous a coûté. On ne voit pas forcément le coût de production, on est content du résultat et on a une seule envie, c'est de pouvoir produire d'autres pièces. Aujourd'hui, comme je disais, là on est resté vraiment sur le coût de matériel, mais on ne met pas en fait tout ce qu'il y a comme imagination, comme création, comme le temps qu'on passe dessus. On compte en fait que pour un sac, on peut perdre 2-3 matériel en cours, donc il faut recommencer. Donc parfois quand on voit un sac, il faut se dire qu'il y a parfois 2 ou 3 essais derrière. Pour écouler ses produits, Pani, qui a longtemps flirté avec le milieu artistique, met le paquet. Les P-Bag Chills, des rendez-vous découvertes de la marque, sont organisés dans les 2 grandes villes du pays régulièrement pour toucher le public cible. C'est vraiment l'un des moyens les plus sûrs en fait jusqu'ici pour pouvoir vendre efficacement les P-Bags. Autrement, on a une base de données qu'on constitue à chaque fois qu'on a un nouveau P-Bagger, c'est comme ça que je les appelle. Donc j'ai créé en fait des listes de diffusion. Donc à chaque fois que j'ai des nouveaux modèles, à chaque fois que j'ai des messages à passer, je passe via cette liste de distribution. Ou on a le digital aujourd'hui qu'il ne faudrait pas pouvoir négliger, même si tout le monde n'a pas forcément un compte Facebook ou Instagram. Il y a un site internet qui est en cours. Que ça se passe pour le coup, via le son, ça calcina, il est temps, man, écoute la BO de ta life. Merci Lionel, bienvenue dans la prestigieuse maison de parfum Paul Gaby, la toute première maison de parfum au Cameroun et en Afrique centrale. Alors, ici vous êtes dans l'univers des parfums et je vais vous balader dans cet univers olfatif. Nous avons toute une gamme variée de produits. On va des parfums des gammes féminins, des gammes masculins et également des petits formats de poche, des petites capsules de poche pour pouvoir vous sentir, pour pouvoir vous accompagner partout où vous partez. Il est particulièrement fier de présenter sa collection de parfums 100% made in Cameroun dans son showroom à Aqua. Tout adieu Kwekam, plus connu sous le nom de sa marque Paul Gaby, est un parfumeur camerounais basé à Douala. En 3 années d'existence, ses parfums sont devenus de véritables références. Une réussite pour celui qui a compris l'art de parfumer lors d'un séjour en Europe. J'ai voulu démystifier le parfum. Vous savez, l'histoire part du fait que lors de mes premiers voyages en Europe il y a quelques années, j'ai visité des musées et je me suis rendu compte que des éléments, des ingrédients qu'on utilisait dans la fabrication du parfum étaient des ingrédients qu'on utilisait dans la cuisine et que j'ai reconnu pas mal d'ingrédients tels que le poivre blanc, le clou de girofle, la cannelle et bien d'autres ingrédients. Et alors, ça a poussé ma curiosité et je me suis intéressé au parfum. Et on m'a expliqué l'histoire du parfum. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas forcément être chimiste pour être un vrai parfumeur parce que les Grassois, à l'époque, faisaient des extractions à base des plantes, d'accord, pour pouvoir fabriquer du parfum, pour diluer la forte odeur du cuir. Parce qu'avant, c'était des gantiers qui tanaient du cuir et compte tenu de la forte odeur du cuir, ils ont pensé à faire des extractions à base des plantes. Avec des notes de chocolat, poivre de penja, clou de girofle, vanille et autres, les parfums Paul Gaby sont un concentré d'originalité et attirent une clientèle raffinée à la quête de senteurs uniques. Avec une production estimée à 250 litres de parfums par mois, pour un chiffre d'affaires oscillant entre 2 et 2,5 millions de francs CFA, la jeune structure est en phase de conquête du marché camerounais. Et pour parvenir à ses fins, tout adieu Kwekam mise sur les prix attractifs qu'il pratique. 1000 francs CFA pour un flacon de 10 ml de parfum. L'objectif à la base ici, c'était de démystifier le parfum et de rendre le parfum accessible à toutes les bourses. Après, ce n'est pas dit que nous faisons les parfums uniquement pour monsieur tout le monde. On a des parfums qui coûtent 30 000. Voilà. Et c'est des parfums qui, en termes de notes pyramidales, en termes de pyramide olfative, sont des parfums qui peuvent challenger avec tous ces grandes marques dont vous avez cité d'entrée de jeu. Le parfum Paul Gaby se trouve un peu partout
aujourd'hui parce que au Canada, aux États-Unis, en Europe et partout en Afrique, il y a de la demande. Il y a vraiment de la demande et je vais vous dire, aujourd'hui, on n'arrive pas à satisfaire cette demande-là. Parce qu'au départ, déjà, la production locale, la demande localement, même déjà, nous ne parvenons pas à satisfaire, étant donné que nous n'avons pas encore des grosses unités de production. S'il s'impose sur le marché local et étend progressivement ses tentacules à l'étranger, le jeune parfumeur fait face à de sérieuses difficultés en matière notamment de productivité et de disponibilité de la matière première. En matière de parfum, même les Français, partout dans le monde, vous ne pouvez pas avoir tous les ingrédients au même endroit. Parce que nous, les Camerounais, nous n'avons pas la culture de la rose. Nous n'avons pas la culture du mimosa ou de la lavande, qui sont des ingrédients quand même assez importants dans les compositions olfatives. Mais cependant, des ingrédients tels que le clou de girofle, la cannelle, le poivre, la menthe et la citronnelle, tous ces autres ingrédients, nous les sélectionnons ici, nous faisons des extractions. Le problème, en fait, c'est de pouvoir avoir la possibilité avoir une bonne possibilité de rotation, en fait. Il y a pas mal de difficultés que nous avons encore, dû au fait qu'on est obligé d'avoir un réseau de distribution assez large, comme les grandes surfaces, où nous déposons les produits, et il y a énormément de la demande. Ambitieux, tout adieu rêve et vise haut pour sa marque. Nous voulons véritablement laisser notre empreinte. Compte tenu du fait que Paul Gaby aujourd'hui a sa particularité, la particularité de vouloir donner la possibilité à l'homme africain de s'identifier à travers son parfum, parce que le parfum aussi permet d'identifier l'homme. Vous voyez, vous avez par exemple le parfum de votre papa quand il passait dans le couloir, ou bien de votre enseignant. C'est une particularité, c'est une autre. Après, cette touche unique qui est une touche africaine, qui est une marque africaine, doit pouvoir challenger avec les grandes marques également. Donc le rêve, on n'a pas de limite. Il serait donc possible que dans 5 ans, que Paul Gaby se retrouve sur l'avenue des Champs-Élysées avec une boutique Bantou, pourquoi pas. Une qui ne rêve plus, mais se donne les moyens d'y parvenir, c'est Désiré Lowe. Sa marque de vêtements, Coxy, est aujourd'hui une véritable référence au Cameroun. Réseaux sociaux, médias, Coxy ne passe pas inaperçu dans le monde de la mode. À tel point que la créatrice est aujourd'hui passée de la production artisanale à la confection industrielle. C'est tout sourire qu'elle nous fait visiter l'une de ces 2 unités de production, à l'arrière de sa boutique de prêt-à-porter au quartier Bali à Douala. Une unité qui lui permet de produire 240 à 300 pièces en une semaine. Loin de la capacité de la seconde unité consacrée entièrement aux commandes d'entreprise. On a combien de chemises grises en haut? Au présent, on a 460. 460, vous avez déjà taillé? Oui. Et les broderies sont déjà revenues? Oui, les broderies, c'est en marche. On a déjà taillé, on a eu la broderie, maintenant ça y est. Vous savez que la première livraison, c'est vendredi. On commence à livrer vendredi. Vous avez combien? À l'heure où on parle, là, vous avez monté combien de chemises? On parle déjà dans 50. 50? Oui. Nous sommes lundi. Oui, parce que c'est le matin. On va pouvoir livrer combien vendredi? Pour exécuter ses commandes, la créatrice qui a commencé l'aventure il y a 7 ans à la maison, emploie aujourd'hui une dizaine de jeunes à temps plein. Loin, bien loin du kiosque qu'elle occupait à ses débuts. L'aventure Coxy débute en 2013. Bon, en 2013, on n'était pas ici, on n'avait pas ce local, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On débute en 2013 par une impulsion comme ça, parce que je suis passionnée déjà de mode, très passionnée, et je décide de me lancer à mon compte, je décide de me mettre à mon compte. Donc je crée la marque Coxy, que je fais d'abord pour moi, pour mon entourage et tout. Et c'est apprécié, les gens qui voient mes proches porter, ils apprécient. Et je décide de d'ouvrir ma créativité aux autres. Parce que j'utilisais en même temps le digital, donc j'avais une page Facebook qui marchait très bien parce que jusque-là, je n'avais pas encore de boutique physique. Même d'atelier, je n'avais pas encore. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais une machine que je louais, la place dans un hangar. Donc à l'époque, les hangars coûtaient 10 000 francs à la place, j'avais loué la place et je mettais ma machine avec mon tailleur. Donc on travaillait à 2.
Donc ça a duré de 2013, 2014. Et on décide de partir de là, d'agrandir, parce qu'effectivement, les gens commencent à s'intéresser à la marque, commencent à s'intéresser à mon travail. Il faut agrandir. On décide de partir de là, on trouve un atelier plus petit que ça, où il y avait à peine 2 machines qui pouvaient entrer. Donc là, je monte à 2 employés. Et moi, ça fait 3. Donc c'est moi qui faisais tout ce qui était logistique, achat de matériel, repassage, emballage. Digital même, c'est moi qui gérais parce qu'il fallait filmer les chemises après et les publier. Et par la grâce de Dieu, les commandes continuaient toujours à évoluer, le business agrandissait. Et chaque jour, je me disais, non, un jour, il me faut un grand atelier, il me faut une grande boutique, je vais arriver. Jusqu'au jour où je tombe sur l'opportunité d'ouvrir ce magasin. Et pour diversifier son offre, Coxy, qui fait principalement dans l'afro-chic, s'est lancé récemment dans une gamme de produits sport baptisée Coxy Fitness avec un succès relatif. Le tout avec des prix à la portée du Camerounais moyen de l'avis de la promotrice, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 25 millions de francs CFA. On a des vêtements qui commencent à 15 000. On a une gamme qui est entre 15 000 et 20 000. On a une autre gamme qui commence à 30 000, 45 000, 50 000. Et on a une gamme qui va au-delà, 80 000, 100 000, 200 000. Ça peut sembler cher si nous sommes restés longtemps. Vous savez, nous avons été pendant longtemps endoctrinés par la mode européenne, par la mode asiatique, des vêtements qui venaient de la Chine, de la Turquie. Aujourd'hui, la particularité, c'est que nous avons la possibilité chez nous de faire des produits en quantité limitée. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si vous allez au marché et que vous ne produisez que pour 10 ou que pour 100 pièces, ce n'est pas la même chose que de produire pour 1000 pièces. On a tendance à voir que les pièces coûtent cher. Moi, je dirais que c'est normal si on ne produit pas en quantité industrielle, si on produit en petite quantité. Quoi qu'on dise les uns et les autres, le Made in Cameroun dans l'univers de la mode est en train de révolutionner les habitudes de consommation. Des jeunes créateurs aux anciens, l'engouement pour les tenues confectionnées localement est tel que les créateurs sont appelés à faire preuve d'ingéniosité au quotidien pour proposer des produits de qualité aux clients. Une clientèle exigeante, au goût raffiné, qui n'hésite pas à confier la confection des tenues des grands événements de leur vie à des locaux. Des événements tels que les mariages dont la dernière créatrice de mode de notre enquête a fait sa spécialité. Tu dis que quoi? Joanda. Je les bafoue, ça ne cherche pas le frère de 5 francs. Elle nous a donné rendez-vous dans son atelier situé au quartier Bastos à Yaoundé. C'est ici que Karen Abondo s'est installée après ses études en Italie et un passage dans une maison de haute couture au Nigeria. Sa spécialité, les robes de mariage et tenues de soirée fait main. Nous la retrouvons affairée sur un mannequin à modeler progressivement la robe d'une cliente. Alors je suis en train de mouler la dentelle sur une base. Donc le modèle vient progressivement. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'on bouge un peu les motifs si ça ne me plaît pas, mais ça vient progressivement. C'est un peu comme du freestyle. Vous verrez à la fin. Quand on a fini de bien mettre les motifs comme ça, on choisit comment on voudrait que ça aille. Par exemple là, je voudrais que ce soit symétrique. Donc je vais poser comme ça et on va fixer pièce par pièce. Un travail d'orfèvre qui demande un doigté particulier et des heures interminables à la jeune styliste. On va pratiquement, c'est plusieurs mois, on va dire ça. Parce que notre procédé fait qu'en sorte que le client essaye d'abord une version essai. On va dire ça comme ça, ce n'est pas encore le vrai tissu, pour qu'on puisse comprendre la morphologie du client et autres. Et ensuite, on va confectionner avec le vrai tissu, mais toujours timidement. Et c'est à la fin qu'on commence à décorer.
Quand on a déjà tout corrigé comme défaut sur la morphologie du client, les petites modifications, si le client peut-être décide que c'est trop ouvert, qu'elle aimerait plus qu'on monte un peu plus le décolleté ou elle voudrait qu'on descende. Quand on a fixé tout ça, maintenant on peut commencer à décorer et on décore généralement la majorité des fois par moulage. Ça prend énormément du temps. Ça veut dire que je moule le tissu au fur et à mesure et après je vais me mettre à tailler. Je vais tailler pour que vous puissiez voir. Pour ces robes, la créatrice importe son matériel d'Europe, France, Suisse, Turquie et parfois du Nigeria voisin. Du matériel haut de gamme qu'elle a sorti parfois au pain local à la demande de la cliente. Un souci du détail et de la qualité qui a un coût. En moyenne, entre 300 et 400 000, voire 500 000 francs CFA. Donc ça dépend, plus il y a du volume, vous savez, plus il y a du volume, plus ça prend du tissu. Ça dépend des matières qui sont utilisées pour faire la confection de la robe. Donc c'est ça. Soyons un peu fous, la robe la plus chère que vous avez confectionnée? Alors la robe la plus folle que j'ai eu, la plus chère que j'ai eu à confectionner était à 1 million de francs CFA. 1 500 000. Avec les charges locatives et la gestion des 5 couturières qu'elle emploie à plein temps, cela représente pour l'atelier Le Kaba un chiffre d'affaires de 15 à 20 millions de francs CFA par an. Si elle fonctionne essentiellement sur commande, Karen Abondo s'est entourée d'un arsenal juridique pour éviter les tracasseries avec les clientes. Ici, avant l'acceptation de toute commande, un contrat est signé entre la cliente et l'entrepreneur. Des mesures de précaution pour éviter tout quiproquo et limiter ainsi les erreurs dans la confection des tenues. J'ai dû mettre sur pied ce procédé pour éviter justement beaucoup de malentendus et d'incompréhensions avec les clientes. En tant que couturier, parfois, vous savez, le luxe de se faire confectionner des vêtements fait souvent penser qu'une cliente peut changer ou modifier le vêtement comme elle le veut. Et c'est possible, sauf qu'il faut aussi voir que derrière, il y a toute une industrie derrière, il y a plein de petites mains qui ont travaillé déjà sur ce qu'elle avait choisi. Donc s'il faut changer, il faut que la cliente comprenne qu'on est obligé de recommencer un vêtement, je suis obligé de repayer aussi la main-d'œuvre. Située à l'arrière-boutique, la partie technique de l'atelier tourne quasiment 24 heures sur 24 en période intense. Il est d'ailleurs arrivé que les couturières soient obligées de passer 48 heures sur place pour livrer une commande. Ça peut prendre 3 semaines pour confectionner une tenue parce que nous fonctionnons avec un programme en avance. C'est-à-dire les clients généralement réservent nos services pratiquement, on va dire, 2 à 3 mois en avance. Donc le minimum pour nous, c'est généralement 3 semaines. C'est mieux pour pouvoir être à même de livrer la commande à temps. Travailler plus pour gagner plus, mettre en avant la qualité de ses créations, apporter une touche de folie à chacune d'elles, mettre en avant les produits du terroir, diversifier son offre pour ne pas se laisser emporter par les clichés. Les créateurs camerounais ne manquent pas d'ingéniosité et de talent. Leurs productions de qualité font leur bonhomme de chemin sur le marché, attendant de s'immiscer dans les garde-robes du plus grand nombre pour un Cameroun autosuffisant, stylistiquement parlant. Si vous nous rejoignez, c'est le magazine Stratégie qui se poursuit avec ce focus sur la mode Made in Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité grand témoin, Yves, qui est le directeur du Centre des créateurs de mode ici à Yaoundé. On était dans la villa, enfin, on est toujours dans la villa, et là vous nous avez conviés à... Dans le jardin. Dans le jardin. Sous la pergola, nous sommes sous la pergola dans le jardin. Avec quelques objets assez originaux, moi je remarque Création toujours Made in Cameroun. C'est du Made in Cameroun. Oui. Alors,
La promotion du Made in Cameroun, parlons-en. On a vu ces créateurs qui sont sur des produits bien spécifiques, des parfums, des montres, des tenues avec du tissu local pour du sport, des robes faites localement. Je parle là de ce qui pourrait être assimilé à du luxe, hein, des robes de mariée produites localement. Et l'aspect commun en matière de promotion notamment, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que ça va suffire d'être sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux vendre encore? Alors, vous avez bien dit les réseaux sociaux. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, le contexte sanitaire nous fait toujours comprendre qu'aujourd'hui, malheureusement, on est sur la démarche digitale. Il faut que tout le monde se mette sur les ventes en ligne, etc. Mais vous avez parlé de communication des créateurs. Et c'est ce que je parlais de professionnalisme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on a des créateurs qui vont associer leur page, qui est la page de vente Facebook, à leur vie privée. Donc, bien évidemment, ça nous ramène toujours sur le manque comment on dit, le manque de professionnalisme vis-à-vis de ces créateurs. La partie digitale aujourd'hui est très importante pour les créateurs et on se rend compte qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui, heureusement qu'il y avait cette partie digitale, qui ont pu survivre et qui continuent aujourd'hui à développer leur... Et comme on le dit aujourd'hui, Internet peut vous booster du jour au lendemain. Il suffit d'un seul facteur, d'un élément déclencheur et vous vous retrouvez boosté. Mais il faut pouvoir, bien évidemment, canaliser tous ces aspects de cette partie Internet pour pouvoir effectivement se dire professionnel et qu'on peut vendre en ligne. Alors, digitalisation, oui. Contexte sanitaire, on peut comprendre les contraintes. Mais il paraît quand même, et le reportage le laisse transparaître, qu'il y a comme une facilité. On ne va pas dire une faiblesse de ces créateurs à se dire, OK, dès que j'ai mis sur Facebook, alors j'ai pas vu tes créations, je ne sais pas ce que vous faites comme œuvre, monsieur. Ah ouais, vous avez ma page. Est-ce que ça va suffire? Mais non, ça suffit pas, tout simplement pour la simple et bonne raison que le produit au final qui est envoyé, le produit au final qui est reçu par le consommateur n'est pas toujours, comment on dit, le bon produit. Dire qu'on va toujours envoyer au consommateur un produit qui n'est pas bien fini, qui a toujours des lacunes. Et au final, qu'est-ce qui revient? C'est que c'est l'image des créateurs qui va finalement, et c'est l'image d'ailleurs de ce créateur, qui va faire en sorte que sa page ou sa façon de communiquer sur Internet devienne plutôt du folklore. Et comme je le disais, aujourd'hui, je vois, il y a des défilés tous les jours. Hein, j'en ai encore vu un l'autre jour. Ça vous arrache à chaque fois un sourire, hein, de parler des non, défilés. Mais parce que... Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire avant ces défilés ou autour de ces défilés moi, je pense, pour qu'ils soient professionnels? Voilà, non seulement il y a un manque de professionnalisme, mais je pense qu'il faudrait repenser leur concept. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas un défilé pour faire du show. La mode aujourd'hui, c'est plus du folklore. Et c'est pour ça que vis-à-vis du gouvernement, on a l'impression que cette industrie de la mode reste encore dans les oubliettes parce qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de véritable, comment on dit, de véritable ressort économique qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la presse, on voit qu'on s'est amusé à faire un défilé, on a fait défiler les gens sur l'avenue Kennedy, etc. Ok, ça rigole 2 jours, mais au final, il se passe quoi? Qu'est-ce que vous faites au niveau du centre des créateurs de mode, par exemple, par le passé, où on peut revenir sur quelques activités que vous aviez menées, pour que ceux qui vous suivent, ces jeunes créateurs, qui ont moins d'expérience que vous, moins d'expertise, apprennent réellement du parcours que vous avez déjà? Eh bien, nous, par exemple, on organise tous les ans une semaine qui s'appelle la Semaine de la mode, qui est le Forum des métiers de la mode et du design, qui bien évidemment ouvre l'espace du Centre des créateurs de mode pour pouvoir effectivement informer ces jeunes passionnés, ces amoureux de la mode sur ces démarches. Parce qu'aujourd'hui, quand on a cette chance de faire venir M. Imena ici, quand on a un M. Imena ici qui vient au Cameroun, qui est venu pour le Centre des créateurs et qui donne de son temps pour pouvoir transmettre un petit peu ses connaissances, c'est quelque chose d'énorme.
pour ces créateurs-là. Donc pendant cette semaine, on rassemble différents experts qui viennent de différents domaines. Ça veut dire on a autant des experts en communication, c'est un véritable forum. Et là, généralement, ces jeunes créateurs sortent, et quand on dit jeunes créateurs, tout dépend du terme de la jeunesse, parce qu'on a aussi des entreprises qui sont bien installées aujourd'hui, d'ailleurs qui vivent de leur métier, mais qui ont aussi des lacunes un petit peu sur d'autres sujets. Donc, on se rend compte que ces gens, à l'issue de ces forums-là, finalement, en ressortent avec des richesses et se sentent à la fois valorisés et ont envie d'upgrade par rapport à... Ils sont mieux structurés pour présenter leurs produits, produits qui peinent également à être vendus. Tout à fait. Parce que, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, le consommateur trouve parfois que le prix est assez élevé. Évidemment, il y a des mots où ça se justifie. Mais comment on va faire comment fait le jeune créateur pour justifier du montant qu'il affiche de sa création? Au-delà des prix fantaisistes, vous l'avez également dit, ou fixé au hasard. Tout à fait. Qu'est-ce que vous Alors, suggérez à ce niveau? mais je rigole un petit peu sur la partie prix élevé parce que je peux vous dire que le même consommateur camerounais sera prêt à mettre, je dis n'importe quoi, 200 000 pour s'acquérir un pantalon Dior, une chaussure, bref. Peut-être parce que le matériau, les finitions et tout lui paraissent Je n'en disconviens pas. Et c'est pour ça que nous, on exorte les créateurs aujourd'hui à faire un produit qui est un produit fini. Ça veut dire que quand le consommateur va venir acheter ce produit, le prix qui a été annoncé, il n'y a même pas besoin de revenir sur une discussion parce que le produit, le consommateur lui-même trouvera. Et vous le verrez toujours, hein. Moi je rigole toujours quand je vois les femmes aujourd'hui qui vont arborer leur beau cabas le dimanche pour aller dans une réunion. Et bien évidemment, qui a fait ce cabas? Ce sont les petits couturiers ou les petits créateurs du quartier. Mais la même dame, elle arbore quand même un sac qui coûte, je ne vais pas dire le prix ou des chaussures, voilà. Mais sachant que le même cabas, sur une tenue, une silhouette complète de la dame, le cabas va peut-être lui avoir coûté 10 000 francs. Pour moi, c'est juste scandaleux, mais on dit aussi, et c'est pour ça que je reviens toujours sur, et ça c'est vraiment un mot qu'il faut retenir, c'est le manque de professionnalisation de ces créateurs. Ça veut dire que si le créateur avait étudié ses prix, si le créateur avait étudié ses normes, bien évidemment, le tarif ne sera pas fait à la tête du client. Donc, bien évidemment, c'est toujours un manque de professionnalisme qui fait aujourd'hui que les créateurs ont du mal à s'en sortir. Donc, en termes de coût, en termes de prix, je pense que c'est une histoire qui peut se débattre en fonction du produit qui est présenté. Et vendu au client. Tout à fait. Alors, revenons, et pour sortir bientôt de cette édition du magazine Stratégie, sur les créateurs de mode, sur la structuration de ce business. Il faut en faire une véritable industrie. L'un des pans sur lesquels, a priori, on voit bien que ça ne marche pas, c'est la fédération des énergies, des idées, des génies. Oh, que c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, IGA? Bien, moi je pense, et ça fait 10 ans que je suis revenu au Cameroun, ça fait presque 11 ans aujourd'hui que je mène ce combat, que je mène ce projet. C'est vrai que c'est pas évident d'asseoir sur une même table des gens qui parlent d'un même sujet. Il y a un esprit d'individualisme qui prime chez nous. Ça veut dire que nous, moi j'ai vu dans beaucoup de pays où j'ai été, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui existe, mais dans d'autres pays, quand on parle d'un sujet qui est un sujet qui peut être un sujet fédérateur, eh bien, je peux vous dire que les gens s'asseyent sur la même table. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas au Cameroun. Et je pense que tout le monde a envie de faire. D'ailleurs, vous le constatez, hein, chaque jour, il y a un nouveau festival, chaque jour, il y a un nouveau défilé, chaque jour, il y a... Chaque jour, il y a un créateur. Il y a un créateur, voilà, bien évidemment. Et ça, on ne peut pas. Nous, on n'a aucun, je veux dire, le centre créateur n'a aucun droit d'interdire ou de dire quoi que ce soit là-dessus. Mais je pense qu'à partir du moment où l'industrie de la mode même ne sera pas sérieuse, eh bien évidemment, tout ce qu'on fait comme effort ne seront jamais
aussi considéré, même au niveau du gouvernement, bien évidemment. Mais justement, l'industrie ne sera pas sérieuse du fait des acteurs du secteur de la mode. Donc, ok, individualisme, mais quels autres mécanismes? Si on laisse les faiblesses, je pense point de vue des standards connus à l'international, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Il faut mettre en œuvre des syndicats, il faut mettre en œuvre des professionnels qui peuvent décider de ce qui se passe. Par exemple, je prends une chose bête et simple, un calendrier, c'est très important. Parce que comment des autres pays font? Aujourd'hui, vous avez, je prends un exemple, par exemple au Nigeria, on ne va même pas toujours aller en Europe, hein, on va seulement au Nigeria. Quand vous imaginez qu'au Nigeria, aujourd'hui, vous avez un calendrier sur les différentes Fashion Week, différentes, peu importe l'événement de mode qu'il peut avoir dans ce pays-là, cet événement figure dans un calendrier. Or, aujourd'hui, au Cameroun, on a l'impression que, voilà, comme je disais, tout le monde tire l'épingle de son côté. Il y a une échelle de normes. Il y a une échelle de normes sur laquelle les créateurs devraient s'accorder. S'accorder tous ensemble. Et régir, tout à fait. Tout à fait. Et régir ainsi leur activité. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on aura continué. Même nous, Centre des créateurs, je pense que on essaye, hein, de porter le plaidoyer, de faire en sorte que les choses évoluent, les choses avancent, mais on est toujours confronté à ce blocage qui fait que, ah tiens, t'as vu hier, l'autre il a fait ça. Donc au final, on se retrouve toujours un petit peu à essayer de faire deux pas à reculons, mais on a bon espoir que les choses vont évoluer avec le temps. En tout cas, on espère, nous on le souhaite au niveau de la rédaction de stratégie. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces productions locales sur la mode, en mettant en lumière ces jeunes créateurs, parce qu'il y a un potentiel et il y a là forcément une niche industrielle pour notre pays qui doit réussir à installer dans le marché continental et mondial un label 237. Est-ce qu'on a une marque camerounaise? Vous avez cité Imana ici tout à l'heure, plusieurs fois, et je vous l'ai dit, ça c'est ses créations, mais est-ce qu'il y a un label sur ces créations que nous pouvons nous prendre et dire, ça c'est un label Cameroun? Est-ce qu'il y a une marque? Mais en fait, je prends l'exemple pour vous dire comment est-ce qu'on va arriver à une marque, une première marque vraiment camerounaise. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, le label, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on va revendiquer un label 237 parce que tout dépend du produit, tout dépend, et on ne parle pas seulement de mode. Aujourd'hui, en termes de peinture, en termes de sculpture, en termes d'artistes, aujourd'hui, vous avez une représentation qui est internationale venant du Cameroun. Mais tout dépend, une fois de plus, du produit que le consommateur, le créateur veut proposer. Et le label, quand on dit label, moi je dis aujourd'hui, on ne se lève pas en un jour et dire qu'on s'appelle, une fois de plus, je reviens là-dessus, Imana ici. C'est un long processus. Or, effectivement, il y a plusieurs Camerounais aujourd'hui qui font la fierté du 237 au vu de travers de leurs œuvres. On parlait encore, qui fait la une de la presse, qui est hors mode, hors créativité, c'est cette écrivaine qui... Voilà, donc moi je pense que n'essayons pas tout de suite d'avoir un label, mais essayons déjà d'abord d'avoir de la qualité sur le plan national et ensuite... On a toujours tendance à vouloir mettre les choses avant. Moi, je pense que le reste viendra. Le reste viendra. Le reste viendra à partir du moment où les créateurs vont d'abord comprendre qu'il faut qu'ils soient professionnels et soient plus exigeants envers eux-mêmes dans leur travail. Je veux dire, le label, il viendra tout seul. Aujourd'hui, c'est impensable dans le monde de la mode qu'il y a un salon quelque part et il n'y a pas le Cameroun. Pourquoi ? Pourtant, tous les jours, on voit sur la toile qu'il y a tel qui a fait une collection, tel a fait ci, tel a présenté ça. Donc, c'est pour montrer le manque de sérieux vis-à-vis aussi de ces créateurs. Donc, tant qu'il n'y aura pas de la discipline, eh ben, pour moi, on ne peut pas parler de label aujourd'hui, en dehors, bien évidemment, de ceux qui sont déjà établis. Monsieur Imana ici, ça fait 25, presque 30 ans qu'il fait ce métier, et ce n'est que maintenant qu'il est un petit peu au devant des projecteurs. Donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'à peine on a
présenté une collection, on a eu un article dans la presse, et puis pouf, c'est parti. Donc non, moi je dis... Donc, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité et de la patience. Et surtout, être professionnel dans ce qu'on fait, tout simplement. Yves, vous avez vous-même conclu, hein, parce qu'on aurait pu dire autre chose au terme de cette édition de stratégie. Vous avez fait la conclusion par vous-même. Le potentiel est là pour ce qui est des créateurs de mode au Cameroun. Mais avant d'établir des marques, il va falloir être professionnel, fédérer les énergies et les génies, de sorte à établir donc plus tard de véritables labels 237 qui s'importent et s'exportent très très bien à travers le monde. Merci Yves pour tous ces propos, ces précisions. Merci, et j'allais dire que vous avez conclu le magazine en nos lieux et place, puisque vous avez bien signalé, il y a des talents, il y a des génies créateurs dans la mode, mais il faut de la patience, il faut l'organisation, il faut de la professionnalisation, de sorte à ce que cette industrie soit mieux structurée et que le Cameroun puisse donc profiter de tous ces génies et voir son économie mieux se porter. C'est notre ambition également à travers le magazine de l'économie actuelle, Stratégie, qui a choisi de vous avoir comme invité grand témoin ce soir. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et surtout, merci à vous d'avoir pointé du doigt ces métiers de la mode qui, effectivement, demandent encore plus de visibilité et de compréhension dans ce que nous faisons comme travail. Merci donc de nous avoir accueillis ici à la Villa des Créateurs et nous vous souhaitons bonne continuation. Mesdames et messieurs, c'était le magazine de l'économie actuelle. Au nom de toute l'équipe de rédaction et de production, je vous dis bonsoir et à bientôt. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain.